La guerre est une affaire de conviction. Pour les soldats de la Wehrmacht, cette conviction était absolue. Loyauté au Führer, foi en la victoire finale et mépris pour l'ennemi. Mais que se passe-t-il lorsque cette foi s'effondre? Quand les soldats, capturés, sont retirés du chaos du front et confrontés à une réalité qu'ils n'ont pas le droit de remettre en question. La loi de la guerre est claire. Un prisonnier de guerre, PG, doit tenter de s'échapper, mais jamais trahir sa patrie. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de torture ni de coercition brutale. Nous allons parler d'une autre forme de combat, menée dans le silence des camps de prisonniers français par le service de renseignement de la France libre, BCRA. Leur mission: transformer la conviction en désillusion. Transformer l'ennemi le plus fidèle en un informateur essentiel. La question est simple, mais elle touche au cœur de la morale. Pourquoi un soldat, qui a risqué sa vie pour le Reich, choisirait-il volontairement de fournir des informations cruciales à ceux qui veulent le détruire? C'est l'histoire d'une guerre psychologique, menée non pas avec des fusils, mais avec des journaux, des enregistrements radio et le poids écrasant de la vérité. L'histoire du commandant français qui a compris que la défaite militaire était secondaire. La vraie victoire était la défaite idéologique. Avant de plonger dans ce récit fascinant de psychologie et d'espionnage, assurez-vous de soutenir notre chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un like sur cette vidéo pour nous aider à déterrer ses secrets. Et dites-nous de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Le soleil de l'Afrique du Nord n'était pas une lumière. C'était un marteau ardent, écrasant la terre rouge du camp de prisonniers Liberté, quelque part dans l'intérieur algérien. L'air y était sec, immobile et chargé de poussière. Nous sommes en 1943. L'Africa Korps a capitulé, et la France libre se retrouve gardienne de milliers de soldats allemands. Des hommes jeunes, endoctrinés, dont la loyauté envers le Troisième Reich est aussi rigide que l'acier de leurs fusils. Au milieu de cette population captive arrive Klaus Richter, Obergefreiter, caporal-chef, 25 ans. Il a servi dans les blindés en Russie, puis en Tunisie. Il est intelligent, discipliné, et comme beaucoup de sa génération, absolument convaincu de la supériorité raciale et de la victoire finale. Klaus et ses camarades sont immédiatement confrontés non pas à leurs geôliers français, mais à l'ennemi le plus dangereux, eux-mêmes. Le camp est un microcosme du Reich. Les SS capturés, les officiers de la Gestapo ou de l'appareil politique, établissent immédiatement la discipline nazie. Ils imposent le salut hitlérien, le contrôle des repas, et, plus subtilement, l'espionnage. Toute remise en question de la doctrine, toute expression de doute ou de fatigue, est considérée comme une trahison et punie. Les chemises noires veillent. La barrière psychologique est plus épaisse que le fil barbelé. Klaus, fort de sa foi, se range immédiatement du côté de cette orthodoxie interne. Le Reich est peut-être vaincu sur le terrain, mais il survivra dans l'esprit. Le commandant français de cette guerre psychologique était le capitaine André Leclerc. Leclerc n'était pas un homme d'action brutale. C'était un homme de l'ombre, de la BCRA, Bureau central de renseignement et d'action, un historien de formation, doublé d'un psychologue intuitif. Sa mission était de briser cette foi. Mais Leclerc avait une doctrine radicale. La torture ne crée pas d'informateurs. Elle crée des martyrs. Elle confirme à l'ennemi qu'il combat le mal. Nous devons leur montrer qu'ils sont le mal. Nous devons démanteler leur idéologie brique par brique. Ils rejetaient catégoriquement les méthodes de la Gestapo que les Alliés étaient tentés d'imiter. La haine, pour Leclerc, était un mauvais outil. La vérité, elle, était une bombe. Leclerc avait identifié un groupe de prisonniers de l'intérieur. Des hommes intelligents, souvent universitaires ou techniciens, qui n'étaient pas des criminels de guerre, mais des croyants. Des hommes dont la défection, si elle était obtenue, serait idéologique et donc permanente. Klaus Richter était en tête de cette liste. Un esprit logique, capable d'assimiler les informations. Leclerc m'a convoqué pour le premier entretien. Le bureau d'interrogatoire n'était pas une cave sombre. C'était une pièce claire, meublée simplement, avec un ventilateur qui brassait l'air chaud. Il n'y avait pas d'armes. Il n'y avait que du papier et une tasse de café. Klaus est entré, arrogant, les yeux froids, récitant son nom, son grade, son numéro, le protocole. Il s'attendait à la violence. Il s'attendait à la haine. Leclerc ne lui a donné ni l'un ni l'autre. « Asseyez-vous »
Obergefreiter Richter, a dit Leclerc. Son français était parfait, sans colère. Avez-vous bien mangé? Klaus était désarçonné. Il a refusé le café. Leclerc n'a pas insisté sur les mouvements de troupes, ni sur les codes. Il a commencé par la vie. La vie avant le Führer. J'ai lu votre dossier. Votre père était horloger à Munich. Vous aimiez les montagnes bavaroises. Vous étudiez l'ingénierie mécanique, n'est-ce pas? Klaus a regardé Leclerc avec suspicion. Il était entraîné pour résister aux menaces. Il n'était pas entraîné pour résister à la normalité. Leurs sessions sont devenues un duel psychologique glacial. Leclerc jouait la carte de l'humanité, de la raison, de la science. Il parlait de l'échec de la machine, de l'ingénierie défectueuse du Panzer IV face au T-34 soviétique, des défauts dans la doctrine. Il parlait en termes de logique et de physique, le seul langage qu'un technicien comme Klaus comprenait. Klaus répondait par l'idéologie, par la foi. Nous avons la volonté, capitaine. Nous avons le Führer. La victoire finale n'est pas une question de chiffres, mais d'âme. Leclerc a conclu sa première analyse. Le mur de Richter n'est pas fait de peur, il est fait de foi. Tant que cette foi n'est pas brisée par la vérité, il ne parlera pas. Nous devons lui montrer que le monde qu'il défend s'écroule, non pas sous nos coups, mais sous ses propres mensonges. Leclerc a fait préparer le terrain. Il a autorisé des livraisons de livres et de journaux alliés dans le camp, en prenant soin de les filtrer pour qu'ils soient récupérés par la hiérarchie nazie du camp. Il a donné à Klaus une tâche administrative dans le camp, lui permettant de voir les conditions réelles des soldats et les rapports officiels. Le processus de démolition idéologique venait de commencer. La stratégie du capitaine Leclerc n'était pas la torture. C'était la subversion lente et chirurgicale de la réalité. Le camp Liberté n'était pas seulement un lieu de détention, c'était un laboratoire d'écoute. Leclerc et son équipe avaient installé des microphones dissimulés pour surveiller les conversations des prisonniers, se concentrant sur les meneurs de l'orthodoxie nazie et, plus important, sur les moments de doute. Il ne suffisait pas de savoir ce que les prisonniers disaient, il fallait savoir ce qu'ils entendaient. Leclerc a commencé son opération de bombardement de vérité. Il a autorisé l'arrivée de caisses de livres et de journaux alliés. Ces documents étaient distribués de manière stratégique, assez visibles pour que les chefs nazis du camp les confisquent immédiatement, mais assez détaillés pour que leur contenu filtre. Klaus Richter, en tant qu'homme de confiance de la hiérarchie interne, était chargé de traduire les coupures de presse et les rapports de propagande alliés pour prouver leur absurdité au reste du camp. C'était l'erreur fatale du commandement nazi interne. Forcer un esprit logique comme Klaus à consommer des faits pour mieux les réfuter. Ce qu'il lisait le dévorait de l'intérieur. Les journaux ne parlaient pas seulement des avancées alliées en Italie, ils montraient des photographies de Hambourg, de Cologne, transformées en mer de décombres par les bombardements aériens. Les chefs nazis insistaient, ce sont des montages, des mensonges juifs et bolcheviques, le Führer a les armes secrètes. Nos villes sont en sécurité. Mais Klaus, l'étudiant en ingénierie, voyait le détail des angles, la texture de la brique pulvérisée. Il avait grandi avec le respect de la précision allemande. Ces destructions étaient d'une précision horrible. Il se souvenait de la promesse de Göring. Aucune bombe ennemie n'atteindra le sol du Reich. Ce serment était maintenant de la suie sur du papier. Le conflit n'était pas extérieur, il était interne, la foi contre la logique. Il passait des heures à se disputer avec l'Obersturmführer SS en chef du camp, un homme nommé Vogel, un fanatique brutal et illettré. Richter cessait de regarder ces images. La défaite est temporaire. La victoire finale est assurée par notre volonté. L'âme est plus forte que l'acier. Klaus répondait. Mais Herr Obersturmführer, la logique de production. Si 80% des usines de roulement à billes de Schweinfurt sont détruites, nos chars s'arrêteront, quelle que soit notre volonté. Ces arguments devenaient techniques, factuels. Et plus il cherchait à réfuter les mensonges alliés, plus il s'enfonçait dans la vérité. Leclerc, dans son bureau, écoutait ce lent processus de carie idéologique. Il voyait que Klaus s'isolait. Il ne se battait plus pour le Reich, il se battait pour la cohérence. Et cette cohérence était impossible à trouver. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut la découverte des atrocités. Leclerc avait délibérément inséré des transcriptions radio détaillant les actions des Einsatzgruppen en Europe de l'Est. Des massacres de civils, des crimes contre l'humanité.
L'idéologie nazie promettait la pureté, elle livrait la brutalité. Klaus avait été entraîné à croire qu'il se battait pour l'ordre et la survie. Il lisait maintenant qu'il défendait des bouchers. Lors de leur entretien suivant, Leclerc a changé de tactique. Il n'a pas posé de questions sur la guerre. Il a posé une question sur la trahison. Obergefreiter Richter, a commencé Leclerc, calmement. Votre père, l'horloger de Munich. Savez-vous où il est? Klaus s'est raidi. Il est chez lui, en sécurité, sous la protection du Führer. Leclerc a fait glisser une photographie sur la table. Une photo aérienne, floue, mais incontestable, d'une rue bombardée de Munich. Votre quartier est en ruine. Votre maison est détruite. Votre père n'est pas sous la protection du Führer. Il est sous les décombres, ou il est dans un abri humide. Qui vous a trahi, Obergefreiter? L'ennemi qui tire les bombes? Ou le leader qui vous a promis que la bombe ne tomberait jamais? Le coup fut fatal. Le mur de la foi de Klaus s'est effondré. Il ne s'est pas effondré à cause de la peur de Leclerc. Il s'est effondré à cause de la trahison de Berlin. Les larmes ont coulé sur le visage de Klaus pour la première fois, non pas des larmes de peur, mais des larmes de rage. Le Reich n'était pas un bouclier. C'était un monstre qui dévorait ses propres enfants. Leclerc n'a pas insisté. Il a simplement laissé Klaus avec la photographie et la question « Qui vous a trahi ?» La réponse, silencieuse mais assourdissante, était « Votre propre camp ». Le travail idéologique était terminé. La voie vers l'information était ouverte. Leclerc est revenu après une longue attente, laissant à Klaus le temps de faire le deuil de sa foi. Le café était chaud, mais la conversation était glaciale, professionnelle. Klaus n'était plus arrogant. Il était vide. Mais le vide, pour Leclerc, était une opportunité. Il n'a pas exigé d'information, il a exigé une décision. Obergefreiter Richter, a commencé Leclerc. Le Reich vous a trahi. Vous le savez. Votre loyauté était à l'Allemagne, la patrie des philosophes et des ingénieurs. Le Reich vous a donné des meurtriers et des menteurs. Klaus a levé les yeux. Sa rage n'était pas dirigée contre le Français. Elle était dirigée contre Berlin. Que voulez-vous? Je suis prisonnier. Je ne suis pas un traître. Je ne trahirai pas l'Allemagne. Leclerc a souri légèrement. Je ne vous demande pas de trahir l'Allemagne. Je vous demande de trahir la bête qui la dévore. Le monstre qui a menti à votre père, qui a détruit Munich, qui a transformé la Wehrmacht en une armée de criminels. Nous sommes tous deux des soldats, monsieur Richter. Nous devons nous battre pour une Allemagne qui puisse exister après cela. Une Allemagne sans la SS, sans le Gestapo, sans la folie d'un seul homme. Votre combat est maintenant contre la hasse, la haine. Votre mission est de sauver ce qui reste de l'honneur de votre patrie. C'était l'échange moral. Leclerc offrait à Klaus non pas la liberté, mais la rédemption. La chance de faire de son temps de captivité un acte de résistance morale. L'officier français a introduit le concept du « Comité national pour une Allemagne libre », une idée de résistance idéologique, un phare pour un futur post-nazi. Klaus a posé sa condition, la seule chose qui lui restait. Je ne donnerai aucune information qui mettra en danger la vie des simples soldats de la Wehrmacht. Je ne travaillerai que contre la Gestapo, la SS et les plans stratégiques qui prolongent cette guerre absurde. L'accord était scellé, non par un contrat, mais par une poignée de main et une confiance fragile. Klaus est devenu l'agent K03 de la BCRA. Sa première mission fut interne. Un test de loyauté et de courage. Il devait briser le pouvoir du véritable ennemi du camp, l'Obersturmführer SS Vogel, le fanatique qui maintenait la discipline nazie par la terreur. Vogel était l'incarnation de la trahison. Il détournait les rations, il espionnait les hommes, il était le Reich au camp Liberté. Klaus, avec sa nouvelle autorité d'informateur, a commencé à observer. Il a fourni à Leclerc des preuves irréfutables de la corruption de Vogel. Les rations détournées, les vols, les abus. Il a utilisé sa connaissance des codes internes et de l'organisation pour révéler les cachettes d'armes illégales et les listes d'hommes que Vogel prévoyait d'exécuter en cas d'évasion. Leclerc a agi rapidement. La gendarmerie française est intervenue, arrêtant Vogel et ses hommes de main au milieu de la nuit. La destruction de la hiérarchie nazie du camp fut un choc sismique. C'était la première victoire de Klaus. Le camp, désormais libéré de ses propres bourreaux, a pu respirer.
Les simples soldats, les hommes fatigués par la guerre, ont commencé à voir Leclerc non pas comme un ennemi, mais comme un libérateur silencieux. Klaus était un traître pour les fanatiques restants, mais il était le sauveur du moral pour la majorité. Cet acte a cimenté son engagement. Il avait goûté à la justice, et cette justice était sa nouvelle cause. Leclerc est ensuite passé à l'étape suivante, la transmission d'informations externes. Grâce à son passé de technicien et son accès aux archives des mouvements de troupes, Klaus détenait une connaissance précieuse des protocoles. Il a commencé à fournir à Leclerc des détails sur les systèmes de communication de l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, les fréquences de liaison, les codes de reconnaissance, les routines de changement d'indicatifs. Des informations vitales qui, une fois transmises à Londres, ont permis aux Alliés de décrypter les communications allemandes avec une rapidité sans précédent, donnant un avantage crucial dans la guerre aérienne. Il ne trahissait pas son pays, il démantelait la machine de guerre nazie. Il est devenu la source K03, le soldat qui s'est battu pour l'Allemagne en travaillant pour ses ennemis. La mission de Klaus Richter n'était pas de donner des noms, c'était de donner la science de la guerre allemande. En tant qu'Obergefreiter au passé logistique et technique, son savoir ne résidait pas dans la position d'une tranchée, mais dans la routine d'un protocole de communication, dans le flux d'une chaîne d'approvisionnement, dans les failles d'un système. La confiance entre lui et Leclerc était totale, scellée par le sang des camarades qu'il cherchait à venger et par l'acte de justice contre l'Obersturmführer Vogel. Maintenant, le combat passait du domaine du moral à celui du stratégique. Les premières informations que Klaus a fournies étaient d'une importance capitale pour la bataille de l'Atlantique. Il a révélé les fréquences de liaison radio secrètes utilisées par les U-boats pour signaler les positions des convois. Plus crucial encore, il a détaillé le calendrier précis du changement d'indicatif radio de la marine allemande, Kriegsmarine. Une information qui permettrait aux Alliés de décrypter leurs communications avec une avance de quelques heures seulement, mais suffisante pour dérouter les convois hors de la trajectoire des meutes de loups. Il a également fourni des informations sur les dépôts de carburant cachés le long des côtes françaises et italiennes, des cibles idéales pour les sous-marins alliés. L'océan, grâce à l'oreille d'un soldat qui n'aurait jamais dû survivre aux neiges de Russie, devenait un peu moins hostile pour les marins de la Royal Navy et de la France libre. Mais l'information la plus explosive de Klaus concernait un sujet qu'il avait traité avant sa capture en Tunisie, les installations de la Luftwaffe dans le Pas-de-Calais. En tant que technicien, il avait eu accès à des plans de logistique généraux. Il a révélé l'existence et l'emplacement précis d'une station de brouillage radar massive, une des clés de la défense allemande de l'Atlantique. Cette station Freya, cachée dans les falaises, était essentielle pour aveugler les avions de reconnaissance alliés et dissimuler les mouvements de troupes côtiers. La détruire était une priorité absolue, car elle menaçait toute future opération amphibie. Leclerc a compris le risque. Fournir des coordonnées de cibles aussi précises et vitales était un acte de trahison qui, s'il était retracé, mènerait non seulement à l'exécution de Klaus, mais à la destruction de tout le programme d'informateurs. La pression sur Klaus était immense. Il vivait dans une paranoïa constante. Les autres prisonniers nazis, voyant le départ de Vogel et les succès soudains des Alliés, étaient devenus soupçonneux. Il était le werewolf, le traître qu'il traquait, un ennemi intérieur qui ne portait pas d'uniforme ennemi. Sa seule protection résidait dans l'ordre de Leclerc de ne jamais donner d'informations qui ne pouvaient pas être vérifiées par 3 sources différentes, protégeant ainsi l'identité de Klaus. Cependant, il ne pouvait pas rester inactif. L'information sur la station de brouillage était datée et sensible au temps. Leclerc a dû prendre une décision radicale. Il a organisé une transmission radio secrète depuis le camp, codée et ultra courte, pour envoyer les coordonnées de Klaus à Londres. La transmission fut risquée, mais elle passa. En moins de 48 heures, l'information fut validée et transformée en un ordre d'opération. L'amiral Cunningham a ordonné un raid aérien massif sur la côte française. La cible, la station de brouillage Freya. Klaus, dans son camp désertique, attendait. Il ne connaissait pas le résultat de son travail. Il n'entendait pas les avions. Il n'entendait pas les bombes. Il n'entendait que le silence du désert. Mais il a vu le lendemain matin la fureur des soldats allemands. Les commandants ont reçu un télégramme laconique annonçant la perte inexpliquée d'une station vitale. La rage des officiers nazis, la panique dans leur voix, l'absence soudaine des communications claires. Tout cela était la confirmation pour Klaus. Le raid avait été un succès. Sa trahison
morale et technique, avait sauvé des centaines de vies de pilotes alliés et avait aveuglé l'ennemi au moment le plus crucial de la guerre. Il était maintenant un traître à sa patrie aux yeux de ses camarades, mais il était un héros moral pour lui-même. La destruction de la station de brouillage Freya fut le point culminant de la mission de Klaus, mais pas la fin de son service. Pendant les mois qui suivirent, jusqu'à l'effondrement total du Reich en 1945, K03 continua de fournir des informations. Son expertise technique fut essentielle pour comprendre la désintégration progressive de l'armée allemande. Il détailla les pénuries de carburant, les défauts d'ingénierie dans les derniers modèles de chasseurs, et surtout, le chaos croissant au sein du commandement supérieur. Il ne s'agissait plus de trahir des plans. Il s'agissait de documenter la mort d'un empire. Ces informations, transmises à Londres, permirent aux Alliés de cibler les faiblesses logistiques avec une précision impitoyable, sauvant des milliers de vies de soldats en accélérant la fin de la guerre. Le jour de la capitulation fut un jour étrange au camp Liberté. Il n'y eut pas d'explosion de joie, il y eut un silence lourd, la reconnaissance que leur monde était fini. La discipline nazie s'est effondrée. Les SS restants ont été isolés, jugés et envoyés vers des camps de travail forcés. Le camp Liberté est devenu un lieu de reconstruction psychologique et morale, un lieu de deuil. La mission de Leclerc était terminée. Le moment de la séparation fut le plus difficile. L'amiral a ordonné que tous les informateurs de haut niveau soient exfiltrés vers des pays neutres ou alliés, leur vie étant en danger en Allemagne occupée. Klaus Richter, l'Obergefreiter devenu agent secret, se retrouvait sans patrie. Il était un héros pour la France, mais un traître à l'Allemagne, aux yeux des millions de fanatiques qui survivaient à la chute du Reich. Leclerc m'a convoqué pour une dernière fois. Il n'y avait plus de café, juste deux hommes face à l'avenir. « Richter, » a dit Leclerc, « votre courage moral a sauvé plus de vies qu'une division blindée. Mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Votre histoire est trop dangereuse pour ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. » Klaus, désormais un homme mûr, les yeux remplis d'une mélancolie profonde, a pris sa décision. Il n'a pas voulu aller en Amérique. Il a voulu aller au Canada, travailler dans l'ingénierie, loin de la guerre et des idéologies. Il a choisi de reconstruire sa vie sur le principe de la vérité. « Je ne trahis pas l'Allemagne », a-t-il dit à Leclerc. « J'ai trahi les menteurs. J'ai gagné ma guerre pour la vérité, capitaine. » Leclerc a hoché la tête, un respect infini dans son regard. Il a donné à Klaus de faux papiers, un pécule et un nouveau nom, une nouvelle vie, bâtie sur le sacrifice de son passé. Le programme du BCRA, unique dans l'histoire de la guerre, a eu un impact durable. Le travail de Leclerc a prouvé que la guerre psychologique, menée par l'intelligence, était une arme supérieure à la brutalité. Leurs analyses ont été utilisées par les Alliés pour comprendre la nature idéologique de la guerre froide naissante, établissant des protocoles pour le débriefing et la dénazification. Ils n'avaient pas vaincu l'ennemi par la haine. Ils l'avaient vaincu en lui offrant une échappatoire morale. La question posée au début demeure. Pourquoi des prisonniers de guerre allemands sont-ils devenus des informateurs français? La réponse est dans le mot que le commandant Masson n'a jamais compris, la logique. La logique de la vérité contre la folie du mensonge. Des hommes comme Klaus Richter ont choisi de se battre pour une Allemagne qui méritait d'être sauvée, même si cela signifiait de trahir le régime. Leur histoire n'est pas celle de la trahison, mais celle du courage moral absolu. La preuve que même dans l'obscurité totale de la guerre, l'intégrité intellectuelle d'un homme peut être la ligne de front la plus puissante. L'au revoir à Klaus à l'aube, sur le quai brumeux qui le mènerait au Canada, ne fut pas la fin. C'était une transition. Le camp Liberté avait été dissous, ses prisonniers rapatriés, les fanatiques aux tribunaux, les simples soldats chez eux. Mais l'expérience du capitaine Leclerc, cette guerre psychologique menée par la vérité, avait créé un précédent. Mon rapport sur la démolition idéologique fut rapidement classé ultra secret et devint l'objet d'études de tous les services de renseignement alliés, des Américains aux Britanniques. C'était la preuve qu'on pouvait déconstruire l'endoctrinement sans la brutalité. Cependant, la paix n'était qu'une trêve. L'ombre de l'Allemagne nazie fut remplacée par la menace, tout aussi idéologique, de la Russie soviétique. La guerre froide s'annonçait, et les hommes qui avaient compris le cœur de l'ennemi étaient, encore une fois, rares. Leclerc fut rappelé à Paris. Il n'y avait plus de BCRA, mais un nouveau service, la SDECE,
service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Sa mission changea de nature. Il ne s'agissait plus de vaincre une idéologie brune, mais de sonder une idéologie rouge. Et le problème restait le même: comment briser la foi d'un homme qui croit fermement à la propagande de son État. Leclerc se heurta à une nouvelle forme d'arrogance. L'establishment militaire français, honteux de 1940, adoptait aveuglément la doctrine américaine de la force brute. Mon travail psychologique fut jugé trop lent, trop coûteux en temps, trop français. J'étais, une fois de plus, un rejeté de la nouvelle doctrine. Mais l'Américain, le colonel Davis, l'homme qui avait supervisé en secret les opérations psychologiques du BCRA en Algérie, se souvint de Klaus Richter. Il se souvint de la précision de ses informations sur les U-boats et de la station de brouillage Freya. Davis travaillait désormais pour l'OSS, Office of Strategic Services, l'ancêtre de la CIA. Il avait besoin d'un guide, d'un sismographe de l'âme allemande, pour comprendre ce qui se passait derrière le rideau de fer. Car la nouvelle menace n'était pas seulement en Russie, elle était au cœur de l'Allemagne divisée. Des milliers d'anciens fonctionnaires, ingénieurs et soldats nazis passaient sous l'aile soviétique, offrant leur expertise contre l'amnistie. Le front de la guerre froide passait par le cerveau de ces hommes. Davis a retrouvé Leclerc à Paris. Leur rencontre fut brève et tendue. « Commandant Leclerc, » a dit Davis, « nous avons besoin de votre agent K03. Nous avons besoin de Richter. » Leclerc a refusé. « Klaus est en sécurité au Canada, monsieur le colonel. Il a payé sa dette. Il est hors service. Je ne le ramènerai pas à la guerre. » Davis a étalé des photos sur la table. Des usines de l'Allemagne de l'Est, reconstruites à une vitesse effrayante, utilisant des ingénieurs, d'anciens ingénieurs nazis. Des hommes qui avaient la même foi aveugle, mais qui travaillaient maintenant pour Staline. Nous n'avons pas vaincu l'idéologie, commandant. Nous l'avons juste déplacée. Richter est le seul à comprendre la mentalité de ces hommes. La façon dont on retourne un technicien allemand. Il peut nous donner la clé pour neutraliser la menace soviétique en Allemagne de l'Est. Leclerc a résisté. Il avait promis à Klaus une nouvelle vie. Mais la menace était trop grande. La tentation de reprendre le combat psychologique était trop forte. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé Klaus à Montréal. Je lui ai expliqué la nouvelle menace. La fusion de l'ingénierie allemande avec l'idéologie soviétique. J'ai fait appel à sa nouvelle loyauté, la vérité. Votre combat n'est pas terminé, Richter. Nous avons besoin de votre expertise pour comprendre la nouvelle bête. Vous êtes le seul à pouvoir nous dire où elle est vulnérable. Voulez-vous reprendre le combat? Cette fois, pour le destin de l'Europe elle-même. La réponse de Klaus fut un silence. Un silence qui dura une éternité. Puis, il a dit un seul mot, avec la même détermination froide qu'il avait eue en 1943. « D'accord, je reviens. Mais je ne veux pas d'uniforme. Je veux un laboratoire. » La guerre psychologique reprenait, avec le même agent, le même psychologue et le même risque. Mon agent K03 était de retour. Klaus Richter est arrivé à Paris sous un faux nom, avec les yeux d'un homme qui a vu 2 enfers. Le Canada, avec ses promesses de neige et de silence, était déjà un souvenir lointain. Il n'était plus l'Obergefreiter, ni l'ingénieur. Il était un consultant pour la SDECE, logé dans une villa discrète en banlieue. Ma mission, en tant que commandant Leclerc, était de le protéger et d'exploiter son génie psychologique unique. Notre nouvelle unité clandestine portait le nom de code Opération Phénix, la résurrection de l'intelligence française dans un monde divisé. Le front n'était plus le champ de bataille. C'était la carte mentale des anciens officiers, des scientifiques et des techniciens allemands. Le problème de 1946 était d'une complexité terrifiante. Les Alliés avaient peur de la technologie allemande tomber entre les mains des Soviétiques. Des milliers d'ingénieurs des programmes V2, des concepteurs de jets, des experts en chimie, avaient été exfiltrés vers l'Est pour reconstruire l'arsenal de Staline. L'ennemi n'était plus idéologique, il était pragmatique. Quelle était la motivation de ces hommes? L'argent? La peur? L'opportunité de continuer à travailler? Seul Klaus, qui avait lui-même fait le choix inverse, le travail moral contre l'opportunité, pouvait sonder cette psyché. Mon travail consistait à lui fournir des fragments de données, des listes d'anciens cadres de l'organisation Todd, des transcriptions de radios soviétiques, des coupures de journaux de l'Allemagne de l'Est. Des briques froides d'informations que Klaus devait assembler en un château psychologique.
Klaus s'est plongé dans cette nouvelle guerre avec une intensité mélancolique. Il travaillait dans un bureau sécurisé, écoutant des heures d'enregistrement audio de conversations interceptées à la frontière entre les zones américaines et soviétiques. Sa cécité en 1943 m'avait appris à voir les signes. La cécité psychologique de Klaus en 1946 lui permettait de les entendre. Il cherchait des signatures. Non pas les signatures sismiques de mon ami Dubois, mais les signatures de l'âme. La fatigue, l'orgueil, le langage technique. Il pouvait distinguer, dans la voix d'un ingénieur de Saxe parlant à sa femme, le moment où il prononçait le mot « travail », avec un espoir qui n'était plus nazi, mais technocratique. La nouvelle loyauté n'était pas à l'idéologie, elle était à la science. « Leclerc », m'a dit Klaus un soir en désignant une carte de la Thuringe. « Les Américains cherchent les officiers de l'Abwehr. C'est faux. L'ennemi n'est pas le soldat. L'ennemi est le technicien sans âme. Regardez cette usine. C'est l'ancienne usine de turbines du programme V2. Les soviétiques n'ont pas seulement capturé les plans, ils ont capturé les hommes qui comprennent les plans. » Il a pointé un nom sur un document, Dr Victor Schneider, ancien chef d'équipe de propulsion V2 à Peenemünde, disparu. Cet homme n'est pas un nazi, c'est un génie apolitique. Il n'a pas la foi, il a le talent. Son seul dieu est l'équation. Les soviétiques lui ont offert un laboratoire, de l'acier et du silence. Il a accepté. Le défi était immense. Comment convaincre les Alliés de l'importance de ce génie apolitique? Ils étaient obsédés par les missiles et les codes. Moi, je devais leur prouver que l'idéologie est la plus puissante des forces de frappe, mais aussi la plus fragile. Le travail de Klaus devint une alchimie, transformer la peur des Alliés en une compréhension intime de la motivation soviétique. Il a rédigé des profils psychologiques d'anciens camarades, décrivant avec une précision déconcertante où ils se cacheraient, ce qu'ils exigeraient et comment les Américains devaient les approcher pour les retourner, comme ils l'avaient été. Son expertise la plus choquante concernait les niveaux de compétences. Les Soviétiques ont besoin d'experts en guidage de vol, m'a expliqué Klaus. Les experts de V2 se plieront à Staline. L'homme qui construit la fusée n'est pas l'homme qui la lancera. Son ambition est scientifique. Nous devons lui offrir un meilleur laboratoire. Un laboratoire en Amérique. La trahison n'était plus un péché, c'était un marché. Et K03, le soldat brisé par la propagande, était devenu le plus puissant psychologue de la guerre froide. Son prochain rapport contenait le nom du docteur Schneider et les détails logistiques qui prouvaient qu'il travaillait pour l'Est. Ce fut un coup de massue pour l'OSS. L'idée d'un ennemi invisible, silencieux, non pas en uniforme, mais en blouse de laboratoire, était terrifiante.